Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous recevons, et j'en suis très heureux, nous avons deux invités avec nous, Yann Brossa, qui est sénateur communiste de Paris, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, et Martin Garagnon, porte-parole de Renaissance, bonjour. Bonjour monsieur Bourdin. Merci à tous les deux d'être là. Alors, Emmanuel Macron a parlé de guerre civile, je voudrais le citer exactement, parce qu'il faut toujours remettre des mots dans leur contexte. L'extrême droite renvoie les gens ou à une religion ou à une origine, c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile, a-t-il dit. Et puis il s'est tourné vers la gauche. La France insoumise propose une forme de communautarisme un peu électoral. Ça, c'est aussi la guerre civile derrière, parce que c'est d'abord renvoyer des gens exclusivement à leur appartenance ou religieuse ou communautaire. Comment commentez-vous ces propos du chef de l'État, Yann Brossa ? Mon sentiment, c'est que le président de la République perd totalement le contrôle de lui-même s'il estime que la France est au bord de la guerre civile. S'il estime que, à l'issue des élections législatives, la France est susceptible de tomber dans une guerre civile. Il ne fallait pas dissoudre. Il y a quand même une contradiction absolue à dessiner cette perspective-là pour le pays, à estimer crédible une guerre civile à court terme, et dans le même temps, à provoquer par lui-même et par sa propre décision, cette situation-là. C'est la première chose. La deuxième, c'est que le président de la République oublie que depuis qu'il est aux affaires, depuis 7 ans maintenant, la France n'est pas dans un état serein de son fait. C'est quand même depuis qu'il est président de la République qu'on a connu les Gilets jaunes, qu'on a connu un mouvement immense contre la réforme des retraites dont il n'a tenu aucun compte. Donc s'il y a aujourd'hui du chaos en France, s'il y a un grand désordre, c'est parce qu'il a été incapable d'écouter les Français, qu'il les a beaucoup méprisés, qu'il s'est comporté de manière très arrogante. Et donc c'est lui finalement qui est en cause dans cette situation. C'est lui le responsable. Mais bien sûr. Mais vous croyez à une éventualité, l'éventualité d'une guerre civile, vous y croyez ? En tout cas, ce matin, j'avais Manon Aubry qui me disait, si jamais le Rassemblement national arrive au pouvoir, oui, il y aura des manifestations et pourquoi pas une grève générale. Vous appelez à une grève générale, par exemple, si le RN arrive au pouvoir ? J'appelle à une seule chose, c'est à éviter que le RN gagne les élections législatives. Mais ce que je trouve affligeant, c'est que le président de la République renvoie dos à dos l'extrême droite et la gauche, alors même que... Il renvoie dos à dos l'extrême droite et LFI. Oui, mais enfin, de fait, s'il a été élu président de la République 2 fois, c'est parce que des gens de gauche, y compris des insoumis, je n'en suis pas, mais c'est un fait, y compris des insoumis, ont voté pour lui afin d'éviter une victoire de Madame Le Pen. Et comment il répond à ça aujourd'hui, alors même qu'il y a une possible victoire de l'extrême droite ? Il dit, les deux se valent. Je trouve que c'est quand même un peu curieux. À vous, je me tourne vers vous, Martin Garagnon. Vous êtes porte-parole de Renaissance. Est-ce que le président de la République a eu raison d'évoquer cette possibilité de guerre civile ? Alors, j'aimerais juste rétablir une vérité. Contrairement à ce que dit monsieur Brossa, le président n'a jamais dit que la France était au bord de la guerre civile. Il a pointé du doigt, à juste titre, à mon sens, un risque de guerre civile. Et c'est d'ailleurs là où vous êtes un peu en contradiction avec vous-même, parce que ce risque-là, vous aussi, à gauche, dans cette alliance de gauche, vous le pointez du doigt. Vous venez de rappeler les paroles de Manon Aubry. Donc, vous ne pouvez pas dénoncer les propos du président qui est dans son rôle de garant des institutions, de garant de la nation et du collectif des Français, alors que vous-même, vous pointez aussi du doigt un risque de dérive, un risque potentiellement de fracture encore plus forte dans notre pays si demain le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Quant à l'arrogance supposée d'Emmanuel Macron, expliquez-moi en quoi il y a de l'arrogance à vouloir redonner la parole au peuple. Vous lui avez souvent et très très souvent même reproché de ne pas écouter la colère populaire au moment des retraites. Vous en avez parlé au moment des émeutes au lendemain de la mort de Naël à Nanterre dans le 92. Vous avez été parmi ceux, mais le Rassemblement national aussi d'ailleurs, c'est là où vous vous rejoignez, à dénoncer le silence de Emmanuel Macron qui ne réagissait pas, qui ne prenait pas acte de la colère des Français. Là, on assiste à quoi ?
le résultat des européennes, qui est un échec pour la majorité présidentielle, le président en tire immédiatement les conséquences de sa prérogative. Il propose de redonner la parole au peuple français, à la souveraineté populaire, c'est quelque chose qui devrait quand même vous parler, pour avoir de la clarté sur l'action politique qui reste à mener jusqu'en 2027. Les Français décideront, et dans la lettre d'Emmanuel Macron qu'il a adressée, la lettre aux Français, moi je trouve cette lettre à la fois extrêmement responsable et digne. Digne parce qu'il assume d'être le catalyseur d'une colère, mais il explique de manière extrêmement factuelle aux Français que cette élection, ça n'est pas un référendum pour ou contre sa personne, c'est le choix de l'avenir de notre pays. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de faire de cette élection une élection défouloir et de se réveiller le lendemain du second tour avec la gueule de bois parce que les choix que les Français auront faits s'avéreront être une catastrophe. Yann Brossard, vous êtes d'accord ou pas à ce qui vient d'être dit ? Je pense surtout qu'il y a une rhétorique qui se développe depuis maintenant plusieurs semaines du côté de la majorité présidentielle qui vise à faire croire qu'il y aurait un signe égal entre l'extrême droite d'un côté et la gauche de l'autre. Je voudrais juste rappeler une chose. Il n'y a rien d'extrême à proposer l'augmentation du SMIC de 200 € comme nous le faisons. Il n'y a rien d'extrême à dire que dans la 7e puissance économique du monde, il devrait y avoir un hôpital public qui fonctionne. Il n'y a rien d'extrême à dire que l'école publique est aujourd'hui clochardisée de votre fait parce que vous en avez réduit les moyens. Il n'y a rien d'extrême à dire qu'on doit arrêter de verser 200 milliards d'euros aux entreprises chaque année, y compris de très grosses entreprises, sans aucune espèce de contrepartie. Donc, cette logique qui consiste en permanence à expliquer que nous sommes des gens dangereux simplement parce que nous voulons un peu plus de justice sociale, vous en avez dans vos rangs, Monsieur Brossard, un peu plus de partage, qui sont investis. Je trouve que c'est profondément outrageant. Et une fois de plus, à chaque fois qu'il y a eu une menace d'extrême droite, nous avons pris nos responsabilités et nous avons appelé à battre l'extrême droite. Et la réponse que vous apportez à ça, non seulement c'est de mettre un signe égal entre nous, mais pire encore, vous avez peut-être entendu Madame Aurore Berger hier qui dit l'enjeu, c'est de faire barrage au nouveau Front populaire. Ça n'est pas de faire barrage à l'extrême droite, c'est de faire barrage au nouveau Front populaire. Il y a une lente dérive de la majorité présidentielle qui est en train en réalité de dresser des passerelles avec l'extrême droite et de donner le pays à l'extrême droite. Il y a de la tactique électorale, c'est évident. Il y a de la tactique électorale du côté de la majorité. S'il y a bien un bloc qui est le plus cohérent, c'est le nôtre. On assume un bilan et on propose. Oui, il y a aussi côté LFI, certains candidats investis qui sont dangereux, très communautaristes aussi, ça existe. Regardez le candidat, par exemple, qui est face à Raquel Garrido en Seine-Saint-Denis. Reprenons ses propos. Le candidat sioniste de Glucksmann. Il n'est pas communiste. Mais Jean-Jacques Bourdin, non seulement il n'est pas communiste, mais je soutiens ardemment Raquel Garrido et je souhaite que dans cette circonscription là, ce soit elle qui gagne parce qu'elle est une très bonne députée et qu'elle mérite de continuer. C'est un peu le foutoir à gauche quand même. Mais vous savez, vous voulez qu'on regarde de votre côté, vous voulez qu'on regarde des propos d'Édouard Philippe, vous voulez qu'on regarde les propos d'Édouard Philippe qui explique que le président de la République a tué sa majorité. Si vous voulez jouer à ça, on peut le faire. Je suis pas persuadé que ce soit très intéressant. Partout, oui, les divisions. Oui, reconnaissez-le. Martin Garagnon, c'est ce que les Français d'ailleurs n'aiment pas trop. Et puis on peut même se poser la question concernant le Rassemblement national de sa volonté à gouverner. Alors, je me pose même la question. D'ailleurs, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national a envie de gouverner ? Je pense qu'il veut gouverner, mais je pense qu'il veut gouverner, je pense qu'il y a beaucoup d'ambition personnelle derrière, mais je pense qu'il ne sait pas très bien pourquoi faire. Et d'ailleurs, on voit bien que jour après jour, on a un grand flou sur le programme de l'extrême droite. Les jours pairs, Monsieur Bardella est favorable à l'abrogation de la réforme des retraites. Les jours impairs, il est contre. Les jours pairs, il nous annonce qu'il va supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Les jours impairs, il dit qu'il ne le fera pas. Au fond, on a l'impression que certains jours, Monsieur Ciotti se rapproche de lui et lui susurre à l'oreille et il abandonne toute ambition sociale. Et les autres jours, il se rappelle de son ancien programme. Ce qui est sûr, c'est que tout ça n'est pas clair, tout ça est très nébuleux. Et je pense qu'au moins, du côté du nouveau Front populaire, on est d'accord ou pas. Très clair non plus. On est d'accord ou pas. Mais du point de vue du programme, les choses sont mises sur la table et chacun peut se faire son idée. Et du côté de la majorité, mais du côté de la majorité, les dissensions, ça y est, 2027 a commencé. La succession d'Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas le nier, Martin Garagnon. Factuellement, on sait très bien que, et c'est là aussi où le président fait preuve de dignité, c'est que lui n'a aucun enjeu personnel direct. Il sait qu'il ne sera pas le candidat en 2027. Donc, et il sait qu'en même temps, il restera à l'Élysée jusqu'en 2027. Donc, il n'y a pas d'enjeu personnel pour Emmanuel Macron. En revanche, quand on analyse un peu la situation à l'heure actuelle, vous avez trois blocs. Oui. Je considère que nous sommes le bloc qui est le plus en cohérence avec lui-même et sur le programme et sur l'incarnation.
À droite, qu'est-ce que vous avez? Droite et extrême droite. Vous avez quoi? Vous avez une incarnation qui est clairement identifiée avec Bardella. On sait que c'est lui qui ira à Matignon. Maintenant, là où je vous rejoins pas, c'est que je suis pas sûr qu'ils souhaitent véritablement le pouvoir, parce que maintenant ils mettent des conditions suspensives pour exercer le pouvoir. Ils nous expliquent qu'ils ne prendront le pouvoir que s'ils ont une majorité absolue. Mais en tout cas, bon, ils ont un candidat pour Matignon, mais ils n'ont pas de programme. C'est le programme économique du RN. C'est les Français sont d'accord ou pas, mais on ne sait pas si c'est avec le programme d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, parce qu'il change. Il est d'un flou total, etc. Et à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a un programme pour le coup qui est clair, qui est un copier-coller du programme LFI, mais on a un problème d'incarnation. Vous l'avez dit, il y a des tas de circonscriptions où on ne sait plus qui est le candidat investi par le Front populaire, où il y a des divergences incroyables entre des profils, entre un monsieur Hollande et un monsieur Poutou. Et à Paris, dans la circonscription de monsieur Legendre, c'est qui votre candidat? Le candidat investi, j'ai pas compris. Non, mais à part comme il y en a trois, idéologiquement, j'ai du mal à comprendre. Donc, si vous voulez jouer à ça, on peut faire ça pendant 10 minutes, ça n'a aucun intérêt. Il y a l'épaisseur d'un papier à cigarette. Alors qu'entre monsieur Hollande et monsieur Poutou, expliquez-moi où est le point de convergence? Moi, je n'en vois aucun, et les Français non plus. Donc, à gauche, vous avez un programme qui est le copier-coller de LFI, du programme de LFI, mais vous avez un problème d'incarnation. On a un jour sur deux monsieur Mélenchon qui nous explique qu'il veut le pouvoir, il veut gouverner, qui nous explique à Matignon ce sera un LFI. Vous l'avez pas trouvé un peu pathétique hier soir, Mélenchon, en rappelant les 22%. Peut-être qu'il continue, il fera monter le Rassemblement national. Il a raison, si c'est ça son objectif. Bien, il est 9h44. Vous allez répondre, Yann Brossat, tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h47. Yann Brossat, à vous la parole. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous vouliez répondre à Martin Garagnon? Non, mais je vois bien la rhétorique du chaos qui consiste à expliquer qu'une victoire de la gauche, ce serait Jean-Luc Mélenchon à Matignon, un programme irréaliste. Moi, je ne partage pas ça. D'abord, Jean-Luc Mélenchon a fini par dire assez clairement hier qu'il n'était pas candidat au poste de Premier ministre. Moi, il a dit le Premier ministre sera LFI, quand même. En tout cas, il a dit le Premier ministre sera LFI. Le Premier ministre sera issu des rangs de la future majorité du nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, les trois composantes, le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes, hier, ont dit très clairement que ce ne serait pas Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est de fait un sujet qui n'existe plus, même si je comprends que du côté de la Macronie, on ait intérêt à agiter le prétendu épouvantail Mélenchon. Mais ce sur quoi... prétendu, c'est un épouvantail pour beaucoup. Ce sur quoi on devrait discuter aujourd'hui, si on est respectueux vis-à-vis des Français, c'est pas du casting, c'est du scénario. Et donc, des mesures concrètes qu'on souhaite mettre en œuvre pour que les Français aillent mieux. Ce que nous pensons, nous, c'est que depuis 7 ans, vous avez appauvri les Français. Vous avez rendu la vie plus difficile aux classes moyennes et aux classes populaires. C'est la raison pour laquelle, pour nous, la question majeure à traiter, c'est la question du pouvoir d'achat. Comment on fait en sorte que dans notre pays, ceux qui travaillent puissent vivre de leur travail? Ça arrache le cœur de voir que autant d'hommes et de femmes qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui rendent des services à la nation indispensables, aujourd'hui, ne peuvent plus vivre de leur travail. Et donc, bien sûr, l'augmentation du SMIC, l'indexation des salaires sur les prix, ça se pratique en Belgique. Je ne vois pas pourquoi ça n'est pas possible en France. C'est ça le sujet de l'élection. C'est vrai ? C'est vrai que beaucoup de Français n'arrivent plus à vivre de leur travail. C'est l'un de vos échecs. Mais ça, c'est un véritable constat que l'on partage. Oui, en revanche, mais c'est un échec. En revanche, c'est pas un constat, c'est un échec. De nous dépeindre une situation de la France totalement au bord du gouffre socialement, économiquement, factuellement, une fois de plus, je suis navré de le dire, mais c'est faux. Lorsque vous comparez... Vous avez l'impression que les gens vont bien? Non, mais attendez, je vais vous répondre sur les éléments que vous venez de dérouler, parce qu'on connaît aussi votre tout le monde rhétorique. Ne va pas bien, tout le monde ne va pas mal, quoi. C'est-à-dire que il faut remettre un petit peu le sujet au centre des préoccupations des Français. Oui. On va pas se contenter de dire on est mieux qu'ailleurs. On peut pas se contenter de ça. Évidemment qu'on se contente pas de ça quand on fait de la politique. Jamais on se contentera de ça. Oui. Mais en même temps, il faut aussi ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe chez nous. Oui, évidemment. Mais il faut. Enfin, on vit pas sur une île. On n'est pas tout seul au monde. Donc, il faut aussi quand même. On a subi des crises que tout le monde a subies. En Europe, nos voisins européens ont vécu les mêmes crises que nous. La crise du coût de l'énergie, l'Ukraine, etc. On a subi tous les mêmes crises. Lorsqu'on compare les résultats de la France par rapport aux autres pays, on est le pays, et tout le monde le dit, je veux dire, ça se trouve à portée de main de n'importe qui, la France est le pays qui a le mieux su faire face à ces crises-là en protégeant au mieux le pouvoir d'achat de ses concitoyens. On est le pays qui est le plus attractif en Europe de tous les investissements étrangers. On n'a plus d'inflation. On est ceux qui avons le mieux lutté contre l'inflation. Donc c'est la protection du pouvoir d'achat des Français. Alors loin de moi l'idée de dire que tout va bien en France et qu'on a fait un travail merveilleux, parce que c'est pas le cas, et que moi jamais je me satisferai de continuer à voir des gens qui
triment, qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, etc. Ça, c'est une réalité qu'on partage. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur les solutions que vous proposez. Le problème, c'est que ça fait 7 ans que vous voyez ça et que ça fait 7 ans que ces gens-là ne voient pas leurs conditions de vie s'améliorer. C'est pas tout à fait exact. Je vais vous prendre un exemple, puisqu'on parle du pouvoir d'achat, un exemple très concret. Et c'est là où, si notre programme, le programme économique que l'on propose est crédible et responsable et financé. Je vous prends un exemple, la prime de pouvoir d'achat. C'est pas neutre, ça concerne 6 millions de salariés, avec un plafond à l'heure actuelle. La prime du pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'argent que c'est un complément de salaire, en fait. Les entreprises ne payent pas de charges sur ces sommes-là, et les salariés ne payent pas d'impôts sur ces gains-là. Donc c'est du pouvoir d'achat net dans la poche des Français. On propose de passer ce plafond-là à 10 000 euros par an par salarié. Oui, encore faut-il c'est quand même loin d'être neutre. Mais toutes les entreprises qui veulent vous garder, Monsieur Bourdin, vous travaillez bien, votre patron veut vous augmenter. Plutôt que de payer 100, il va vous donner 100, mais lui, ça va lui coûter 400 parce qu'il y a les charges, etc. Là, et donc, il n'a pas les moyens de vous augmenter. En revanche, demain, 10 000 euros, lui, ça a le coût de 10 000 euros, et vous, c'est 10 000 euros dans votre poche. Ça, c'est concret, c'est du pouvoir d'achat net. C'est pas bien, c'est une bonne mesure ou pas, ça, Il y a juste une chose que vous oubliez, ou en tout cas que vous faites semblant d'oublier, c'est que ce que vous appelez des charges, ce sont des cotisations sociales. Mais elles sont payées sur les salaires, ça c'est une prime en plus. Les cotisations sociales, les cotisations sociales, c'est ce qui permet de financer la sécurité sociale. Et si nous avons aujourd'hui un hôpital public qui est dans la situation de délitement où il est, c'est précisément parce que vous n'avez cessé de fragiliser la sécurité sociale à coup d'exonération de cotisations sociales. Mais je voudrais en revenir plus largement sur la question du pouvoir d'achat. Vous faites comme si, au fond, si tant de Français ont du mal avec leur pouvoir d'achat, c'est du fait de causes dont vous ne seriez pas à l'origine. La réalité, quand même, c'est que c'est vous qui avez augmenté la taxe sur l'énergie. C'est vous qui venez de doubler les franchises médicales. Donc, vous passez votre temps à dire on n'augmentera pas les impôts. La réalité, c'est que concrètement, particulièrement pour les ménages modestes, vous avez alourdi les charges, vous leur avez rendu la vie plus dure. Il faut voir la difficulté qu'ont des millions de Français, je les vois comme élu local, à payer leurs factures d'énergie. Ça, ce sont des décisions concrètes que vous avez prises et dont vous êtes Brossat, totalement responsable. Si vous voulez qu'on parle de votre rôle d'élu local à Paris, on peut en parler, je ne suis pas sûr que ce soit à votre avantage. J'assume tout. Mais, c'est moi qui ai fait en sorte qu'on ait 25% de logements sociaux à Paris, malgré vous, malgré toute la mauvaise volonté du gouvernement. À Paris et qui sera à payer un jour ou l'autre par les Parisiens, voire par les Français. Nous sommes mieux notés que l'État. Non, mais juste, Monsieur Garagnon, la ville de Paris, quand on regarde les notations des agences de notation auxquelles vous êtes très attachés, nous sommes mieux notés que l'État. Est attaché. Oui, nous sommes mieux notés que l'État. Bien. Ça devrait quand même vous poser question. Sur la santé, juste un point, parce que moi j'ai lu le programme du Fonds populaire, mais je ne sais pas si vous avez lu le nôtre. On propose aussi quelque chose qui est très concret. La mutuelle à 1 euro par jour par Français pour 3 millions. Déjà, non ? Non, pour 3 millions de Français qui sont privés de mutuelle. Des jeunes actifs, des étudiants qui n'ont pas de mutuelle. 1 euro par jour pour avoir une mutuelle. Ça aussi, c'est du concret. Et pourquoi est-ce que c'est responsable ? Voilà. Et pourquoi c'est responsable ? Parce que on a déjà montré que là-dessus, on était en capacité de financement quand on fait le reste à charge zéro pour le dentaire ou l'auditif, etc. Ça, c'est des choses qui ont été mises en place, donc on est crédible parce que ce qu'on propose, c'est pas l'ardoise magique de dire demain on rase gratis parce qu'on est en campagne électorale et qu'il faut promettre tout et n'importe quoi aux Français. On propose des choses qui sont responsables, qui s'inscrivent dans la continuité aussi d'un certain bilan et surtout qui peuvent être financées demain. Voilà, c'est toute la différence avec des programmes fantaisistes qu'on peut voir au RN. On a beaucoup de mal d'ailleurs à déterminer quel est finalement leur programme. Et Front Populaire, qui propose finalement le programme de LFI de Mélenchon de 2022, parce que quand vous prenez les deux programmes, moi je l'ai fait, le test, c'est du copier-coller. Donc en même temps, vous avez mis 48 heures pour vous mettre d'accord. Évidemment, c'est pas encore en 48 heures. Excusez-moi, mais enfin c'est vous qui avez décidé qu'on votait dans les 3 semaines. Hein. Oui, enfin c'est vous qui nous expliquez, aux Français depuis des mois et des mois que la NUPES était finie, qu'on vous y reprendrait plus, je l'assume tout à fait. Et LFI c'était terminé. C'est différent. Et là, en 48 heures, finalement, on arrive à se mettre d'accord et prendre le programme de celui qui est le plus fort, puisque finalement, celui qui est le plus fort, c'est toujours le même, c'est Mélenchon à gauche. C'est lui qui donne son tempo et qui donne son programme. Vous faites une fixette et vous avez une obsession sur Mélenchon. Mélenchon, il est dans tous les médias. Il n'est pas candidat aux législatives, mais il est dans tous les médias. Expliquez-moi pourquoi. Je le redis, ce que nous proposons, nous, c'est effectivement un choc de pouvoir d'achat. C'est l'augmentation du SMIC de 200 € net. Et nous l'assumons, c'est la concentration des aides aux entreprises, parce qu'effectivement, un certain nombre de petites entreprises peuvent avoir du mal à faire face à une augmentation du SMIC. Nous disons, nous, que les aides publiques aux entreprises doivent être concentrées sur les petites entreprises. Aujourd'hui, il est scandaleux que de très grosses entreprises, y compris des entreprises du CAC 40, y compris des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, qui versent des dividendes monstrueux à leurs actionnaires, touchent des aides publiques de l'État. Vous vous rendez compte que c'est vous qui avez mis ça en place et qu'alors même qu'on a autant de Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois, vous faites des chèques
à des très grosses entreprises, y compris des entreprises du CAC 40 qui procèdent à des licenciements. Mais monsieur Broussat, vous comprenez que les Français trouvent cette gabegie insupportable. Eh bien, nous y mettrons fin et nous l'assumons. Je veux bien qu'on parle du pouvoir d'achat, mais on va rappeler quand même à nos auditeurs 2 points de votre programme. Déjà, vous revenez sur la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est vrai ou pas? Tout à fait, mais voilà. je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Et deuxièmement, un autre point qui passe totalement sous silence par vos interlocuteurs, mais vous proposez aussi une taxation dès le premier euro de transmission. C'est-à-dire que c'est totalement faux. C'est totalement faux et ça n'est pas dans notre programme. Je le redis. Sur les heures supplémentaires, un programme, il se regarde dans sa globalité. Pourquoi est-ce que autant de Français aujourd'hui ont recours à des heures supplémentaires? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre d'un temps complet. De votre fait, parce que vous êtes hostile à l'augmentation des salaires. Si vous augmentez le SMIC de 1 200 €, si vous indexez les salaires sur l'inflation, les Français n'auront pas besoin de faire des heures supplémentaires pour vivre correctement, et donc la question que vous posez ne se posera pas. Simplement, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Vous avez des entreprises qui sont obligées de recourir aux heures supplémentaires parce qu'elles ne peuvent pas embaucher parce qu'il y a trop de charges. Et je le redis, un certain nombre de pays ont mis en œuvre les mesures que nous proposons, notamment la Belgique qui indexe les salaires sur l'inflation. Il n'y a pas plus d'inflation en Belgique que chez nous. Il n'y a pas davantage de difficultés en Belgique que chez nous. En quelle année ça a été supprimé, l'indexation des salaires? Au début des années 80. Sous François Mitterrand. Oui, simplement. Mais après l'échec de pour lutter contre l'inflation. Simplement, Jean-Jacques Bourdin, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je ne parle pas de ce mois-ci, mais je parle des 2 années que nous avons traversées. C'est que vous avez eu une augmentation très sensible de l'inflation et que les salaires n'ont pas suivi. Oui, mais elle baisse. Donc vous avez, en ce moment, oui. Simplement, il y a un rattrapage à faire. Et donc, je ne dis pas qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation ad vitam aeternam. Simplement, aujourd'hui, il y a besoin de ce rattrapage parce qu'une partie du revenu du travail des Français a été grignotée par l'envolée des prix, notamment l'envolée des prix de l'énergie. Vous augmentez les salaires, les prix vont suivre, donc vous nourrissez le cycle inflationniste. Merci, mais sur les salaires, oui, c'est le sujet majeur. Sur le pouvoir d'achat, c'est le sujet majeur. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela sur l'antenne de Sud Radio. Merci. Tout de suite, Sud Radio Média avec Valère Expert, Gilles Gansman qui reçoivent le réalisateur Daniel Gilberstein. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.